Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Pour notre dernière émission de l'année, à l'aube de 2024, année d'élections à tous les niveaux, cruciale pour l'avenir de la Belgique et de l'Europe, nous avons décidé de revenir sur les grands dossiers qui ont marqué 2023, mais sur les défis, évidemment, aussi qui nous attendent, nous les démocrates, nous qui défendons la laïcité, les libertés fondamentales et les droits humains. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Pour retracer le fil de cette année 2023 et tracer les contours de l'année 2024, j'ai le plaisir de recevoir en studio Benoît van der Meschen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Centre d'Action Laïque. À vos côtés, Sylvie Losberg. Bonsoir. Directrice de la cellule études et stratégies du CAL. Et enfin, Hervé Parmentier. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque. Alors, Benoît van der Meschen, il y a un an, on se retrouvait au même endroit pour faire le bilan de l'année qui se terminait. Et j'avais commencé l'émission en vous parlant de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, de la crise économique et sociale, de la crise de l'accueil, de la crise climatique ou encore des jeunes en perte de sens. Alors un an plus tard, j'ai un peu réfléchi pour amener un peu plus de positif, mais on ne va pas se leurrer, les crises elles sont toujours là, de nouveaux drames humains sont apparus et la polarisation de la société, j'ai l'impression qu'elle ne fait que s'accentuer. Est-ce que pour vous, elle s'accentue cette polarisation ? Écoutez, cette année, tout récemment, nous venons de fêter les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il nous appartient de faire en sorte que ce beau texte et ces transcriptions juridiques ne demeurent pas une utopie, mais soient une réalité, une exigence pour la manière dont nous pouvons tous vivre ensemble sur cette terre. Vous avez indiqué... effectivement, des drames qui continuent, qui s'accentuent, aujourd'hui, on est face à un monde qui s'embrase et là où nous sommes, nous pouvons essayer d'avoir une action. J'ai envie de dire que nous avons un devoir d'optimisme et chacun a le droit au bonheur. Mais c'est vrai que les temps sont inquiétants. Vous avez évoqué la situation internationale. Déjà simplement, il y a quelques semaines à Liège, lors de la clôture de notre campagne éducation permanente, la ministre de l'Éducation nous rappelait que lors d'un vote au Parlement sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, on en reparlera, elle a dû entrer dans ce Parlement escortée par des policiers. Ça en dit beaucoup, évidemment, sur notre société. Pour autant, ça ne doit pas nous inciter à la résignation, mais plutôt, je dirais que ce sont des temps qui nous obligent encore davantage, avec de notre côté l'idée de proposer un cadre de réflexion, de méthode et action, tout notre rôle en termes d'assistance morale et d'éducation permanente. Avec comme fil conducteur, et c'est ça qu'on doit rechercher tout le temps, ce sont des êtres humains qui sont maîtres de leur destin. Voilà, donc je dis, ce sont des temps qui nous obligent encore davantage, même si nous devons garder les yeux ouverts sur la façon dont ce monde tourne aujourd'hui. Oui, on aura l'occasion de parler de ces propositions justement qui sont mises sur la table par le Centre d'Action Laïque. Alors on parlait de polarisation de la société, cette polarisation elle s'illustre notamment dans le monde par un vote d'extrême droite. Les Pays-Bas ont basculé il y a quelques semaines en votant massivement pour Geert Wilders. Ils ont ainsi rejoint l'Italie de Meloni. Plus loin de nous, l'Argentine a élu un président d'extrême droite, anti-avortement notamment. La lutte contre les extrémismes et en particulier l'extrême droite, ça a mobilisé le mouvement laïque toute cette année via sa campagne d'éducation permanente. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, Hervé ? Vous faisiez allusion tout à l'heure à ce que vous aviez dit en introduction de l'émission il y a un an. Peut-être il y a un peu plus d'un an, le mouvement laïque avait tenu une grande convention au cours de laquelle on s'était posé la question de savoir ce sur quoi travailler pour répondre à une question simple, comment refaire société ? Ce qui fait écho aussi à ce problème de polarisation croissante qui divise et qui va dans le sens d'une désagrégation, je dirais, du corps social. Et donc, parmi les solutions qui avaient été plébiscitées par les participants à cette convention laïque, il y avait le besoin impératif de travailler sur la lutte contre les extrémismes. Les extrémismes, c'est quoi ? C'est vraiment ceux qui qui sont partisans, en quelque sorte, de doctrines par lesquelles, souvent radicales, par lesquelles, en fait, on oppose les eux à nous, les uns aux autres,
l'autre en ayant le sentiment que ce que pense l'autre n'est pas valable, sa pensée est discréditée, donc il n'a pas vocation à participer au débat public. En somme, les extrémistes sont des personnes qui cherchent à imposer leur vue à d'autres dans une logique assez dogmatique, et donc ce faisant, évidemment, on se prive des possibilités de débat, on se prive des possibilités de faire débat démocratique et en somme de construire ensemble la société à laquelle tout le monde peut aspirer, dans laquelle chacun se sent libre, chacun se sent égal. Et donc voilà, il a semblé au mouvement laïque que la question de la lutte contre l'extrémisme au sens large, qu'il soit politique, de gauche, de droite, qu'il soit religieux, les intégrismes de toute nature, mais qu'il soit aussi inspiré par d'autres modes de pensée. Il y a des extrémistes plutôt des pensées extrêmes, écologiques, il y en a d'autres sociales, économiques, que sais-je. Et donc voilà, on a voulu au Centre d'Action Laïque du coup consacrer toute une campagne d'éducation permanente en 2023 à la question des extrémismes, et on avait appelé cette campagne « Les extrémismes, notre prison ». Et c'est vraiment dire cette logique d'enfermement, de pensée en silo, etc., d'impossibilité d'ouverture à l'autre qu'on retrouve dans l'acte et la pensée extrémiste. Et donc on a eu des dizaines et des dizaines d'activités sur tout le territoire de la communauté française, en Wallonie, à Bruxelles, des débats, des animations, des réflexions, etc. Et le tout avait, un peu comme selon la méthode dont Benoît parlait, réfléchir, essayer de ensemble s'équiper, ensemble trouver des solutions. On a réfléchi à cette question des extrémismes, et il y a effectivement quelques semaines, on a conclu cette campagne par un moment de clôture à Liège, au cours duquel on a sorti quelques grandes propositions qui nous paraissent utiles pour essayer d'affronter cette question d'extrémisme, et parmi lesquelles, évidemment, c'est peut-être un retour aux sources d'un combat qui avait peut-être été un peu mis de côté. C'est le combat contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, le combat, évidemment, pour essayer de promouvoir toutes les formes de lutte contre les discriminations. Il y avait d'autres outils qui ont été mis en évidence, comme la question de la pédagogie au sens large, mais tant à l'égard des jeunes, ceux qui fréquentent l'enseignement obligatoire, que les adultes. Il y a une série de phénomènes sur lesquels on doit équiper absolument les citoyens d'aujourd'hui et de demain en matière d'outils d'analyse critique, leur apprendre ou les aider à pouvoir penser par eux-mêmes. Il y a d'autres sujets tels que les inégalités sociales qui sont incontournables, parce qu'évidemment les gens qui se sentent en situation de déclassement ou qui le sont ou qui craignent de l'être, à un moment ou à un autre, perdent confiance dans la capacité des institutions publiques à améliorer leur situation. Et donc, voilà, ce sont des boulevards qui s'ouvrent pour les extrémismes, etc. Il y a une série d'autres propositions. Et donc, bien entendu, évidemment, il y a les extrémistes au sens large, mais à la perspective d'une année électorale qui s'ouvre maintenant en 2024, la question chez nous de l'extrême droite apparaît évidemment avec encore plus de force, d'autant, vous le disiez, quand on voit la situation chez nos pays voisins. Pour l'instant, aux communautés françaises, on a l'impression d'une espèce d'île au milieu d'un paysage de plus en plus conservateur dans nos pays voisins, à l'exception sans doute de Luxembourg. On le voit en Hollande, on connaît la France et l'importance du parti du Rassemblement national de Mme Le Pen, et ainsi de suite. On voit en Allemagne aussi que l'extrême droite gagne, etc. Donc la question de l'extrême droite est évidemment un combat sur lequel on agit énormément, et on en remettra beaucoup de couches, si je puis dire, lors de l'année qui vient. Mais oui, justement, Sylvie Losberg, c'est vrai que l'année qui vient, ça va être l'occasion de continuer à se mobiliser, notamment contre les extrémismes, et l'occasion du coup aussi peut-être de réaffirmer nos droits, nos libertés fondamentales, besoin de toujours réaffirmer que rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis, mais surtout, je pense prendre conscience que les piliers, les valeurs que nous défendons sont attaqués l'un après l'autre. La liberté est attaquée dans ce qu'elle représente comme espace d'émancipation. Aujourd'hui, on revendique la liberté pour agresser quelqu'un, voilà, même verbalement. La question de la liberté d'expression, ce n'est pas absolu. Une liberté n'est jamais absolue. Et aujourd'hui, on voit que derrière le mot liberté, on cherche à instrumentaliser cette valeur de liberté pour en faire un instrument de contrainte ou d'agression violente. Idem sur l'égalité. La question de l'égalité est totalement contestée aujourd'hui, dans l'acception que Benoît a rappelé, la Déclaration universelle des droits humains. Aujourd'hui, on a des personnes qui, sans vergogne, estiment qu'un être humain n'est pas égal à un autre. Et c'est aussi le cas de la solidarité, notre troisième pilier, puisque la solidarité est aussi attaquée
Les ONG sont attaquées, il y a des intimidations, il y a une volonté aussi de certains partis de faire en sorte que la société ne soit plus aussi interconnectée et donc opposer les groupes les uns aux autres dans cette logique du eux et nous. Et donc je crois que aussi on doit travailler sur qu'est-ce que ça veut dire les droits et les libertés, hein? C'est pas simplement nos droits sont attaqués, non, et derrière ça, je crois qu'il y a un vrai projet de société, et ça vient d'être rappelé, qui malheureusement voit se conjoindre des extrêmes qui en fait ne se retrouvent pas dans leur projet de société, mais par contre ils se retrouvent pour contester le nôtre. Mais alors du coup j'ai envie de continuer avec vous Sylvie Losberg pour parler d'un autre dossier qui a marqué l'année, c'est l'EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors il y a un décret qui a donc rendu obligatoire les animations EVRAS en 6e primaire et en 4e secondaire. Et lorsque ce décret est arrivé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne, on était un peu étonnés de voir la violence que ça a pu susciter dans une partie de la société. Est-ce que cette contestation d'une partie de la société envers ce décret EVRAS, elle vous a étonné, Sylvie Losberg ? Oui, elle était étonnante dans l'expression. En revanche, le substrat, d'où ça vient, ça on connaissait. On l'a vu en France avec les ABC d'éducation il y a plus de 10 ans. On sait qu'il y a un courant très conservateur, réactionnaire, dans le pilier catholique, mais pas seulement, aussi dans l'extrême droite, tous ces mouvements en fait qui ne veulent pas que les enfants soient égaux, traités de manière égale, déjà entre filles et garçons, mais aussi par rapport à leurs espaces d'émancipation et aussi par rapport à la connaissance même de leur corps pour pouvoir se protéger d'agressions. Et donc, ce qui s'est passé avec le décret EVRAS, outre le fait qu'il y a eu cette réaction commune de groupes extrémistes politiquement réactionnaires et, on va dire, d'intégristes religieux qui, en fait, ensemble ne peuvent pas fonctionner, mais, comme je venais de le dire, se mettent de concert pour attaquer un projet qui a été voté sans aucun problème dans les autres parlements. Donc ici, c'était la dernière étape. Et donc ça montre bien que derrière ça, il y a une organisation qui essaye de déstabiliser finalement le fonctionnement d'un État démocratique, c'est-à-dire un vote au Parlement, non seulement en faisant pression sur les élus, mais aussi en répandant dans la société des informations totalement erronées pour faire peur aux gens et leur faire croire que leurs dirigeants sont des pédocriminels, que sais-je. Et donc on voit bien aussi qu'il y a une volonté qui est financée, je pense, aussi de l'étranger, pour que la société belge prenne peur et n'ait plus confiance dans ses élus. Et donc, c'est clairement, pour moi, une attaque à la démocratie. Oui, oui, donc ça veut dire que, oui, Benoît Van der Merchten, ces fake news, la désinformation qui a circulé autour de l'EVRAS, c'est quelque chose sur lequel il va falloir aussi travailler. Mais, j'ai envie de rebondir sur aussi ce que disait Sylvie, hein, par rapport à la protection de nos droits humains fondamentaux. Il faut une vigilance éternelle. Hein. Sans ça, on risque de se laisser déborder. Ce qui était à plusieurs niveaux, c'était révélateur de pas mal de choses, ce qui a pu se dérouler autour de l'EVRAS. D'abord, un climat de violence dans notre société qui vient là, qui déborde. Oui, on rappelle qu'il y a des écoles qui ont quand même été incendiées. Hein. Tout à fait. Mais même dans notre cas de 16 octobre, on a quand même des pauvres supporters suédois qui se sont fait tirer dessus. Il y a un climat de violence général qui ici s'est cristallisé autour d'un projet et qui, je rejoins ce que disait Sylvie, témoigne d'un mépris pour l'institution parlementaire. En même temps, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Lorsque l'on parle de nos piliers, comme le faisait Sylvie, liberté, égalité et solidarité, il y a normalement des pouvoirs constitués qui doivent les protéger. Quand on voit par exemple comment un gouvernement fédéral peut snober des décisions de juridiction administrative, je pense évidemment à des propos de Madame de Maure, la secrétaire d'État aux questions migratoires, en disant « moi, une décision du Conseil d'État, je m'en moque d'une manière ou d'une autre et je continue ma politique », qu'on ne s'étonne pas que par la suite, évidemment, la population, les citoyens rentrent dans le même processus. Ensuite, si on a été surpris sur la violence, je pense ce serait erroné d'imaginer que ce sont juste des exactions ou des manifestations de quelques excités intégristes d'une manière ou d'une autre. C'est agité en sous-main et même parfois
ouvertement contre les VRAS. C'était très intéressant de voir que ceux qui ont contesté publiquement par le biais de cartes blanches de prise de position publique, voire même d'annonces de recours, parmi ces acteurs, on a un acteur non négligeable, la Diyanet, qui est l'organe quand même de gestion du temporel du côté turc d'un culte, le culte islamique. Et donc je pense que là c'est annoncé, et on sait très bien quelles sont les connexions directes entre les Diyanet et Ankara en Turquie. Quand on parle de Souman d'étrangers, je pense qu'il y a quelque chose qui est là assez évident, avec ce dernier aspect qui a été soulevé de la pression sur les élus. Des menaces de mort au conseil communal d'Anderlecht sur des élus, c'est apocalyptique, hein, des personnes qui ont peur de se rendre à un conseil communal, qui s'interrogent par rapport à leur adresse qui peut circuler. On est où là-dedans? On pourrait revenir sur d'autres dossiers aussi emblématiques, par exemple celui de l'abattage rituel. C'est très intéressant de voir qu'il y a eu énormément sur des sites internet des pictogrammes de la représentation parlementaire au Parlement régional bruxellois où on indique qui a voté quoi. Tout ça doit quand même nous interpeller. Oui, Hervé Parmentier, vous. Mais effectivement, et au cours de ces multiples débats, on s'aperçoit de l'importance des fake news et de la désinformation. Ça, c'est vraiment un élément tout à fait important, parce que peut-être que ce qui a fait le liant, ce qui a donné le carburant commun entre ces mobilisations, a priori, comme Sylvie le disait, de causes totalement, a priori, contradictoires, ce sont les fake news. Et là, force est d'admettre qu'il y a encore du travail de la part des autorités publiques, qui est évidemment, au travers de la régulation, l'un des rouages qui peut, de façon essentielle, permettre de trouver des solutions à ce problème. On a sorti au Centre d'Action Laïque un petit bouquin cette année-ci d'un auteur qui s'appelle François Debras, un petit bouquin sur les fake news qui un peu fait le tour du phénomène et puis qui regarde un peu ce qui pourrait être fait pour essayer de lutter contre cette désinformation. On s'aperçoit notamment à la lecture de cet ouvrage qu'en réalité on est très mal équipé. Le gouvernement de Charles Michel avait commissionné un rapport d'experts pour voir un peu s'il y avait lieu de légiférer en la matière. La conclusion à l'époque, c'était entre 2014 et 2018, était qu'il ne fallait pas légiférer, c'était quelque chose qu'il fallait faire peut-être au niveau européen. Mais depuis lors, tout de même, on sent que l'eau a coulé sous les ponts. On a eu le Covid et on se souviendra de tous les problèmes de complotisme, de fake news, etc. lors de cette crise sanitaire. Puis on l'a encore ici, par exemple, récemment, sur la question de l'EVRAS, où on voit à quel point la fake news, la désinformation peut être déstabilisatrice, et donc peut-être est-il temps aujourd'hui de repenser un petit peu les moyens que l'État se donne pour lutter contre la désinformation. Alors c'est compliqué parce que ça mobilise évidemment différents enjeux, dont aussi celui de la liberté d'expression, mais néanmoins, quand on est face à des logiques aussi déstabilisatrices, il faut sans doute équiper les citoyens dans capacité de pensée critique, mais il faut aussi à un moment ou à un autre donner à l'État les moyens de se défendre par rapport à ces logiques de déstabilisation. Donc ça, c'est un sujet inévitable, incontournable pour les années à venir. Oui, alors Benoît van der Merchen, vous avez parlé d'Anderlecht il y a un instant, et j'ai envie de revenir sur ce qu'il s'est passé au Conseil communal il y a quelques semaines. La majorité a voté une motion qui approuve le principe du port de signes convictionnels pour le personnel en contact avec le public. Alors rien n'est vraiment décidé, un groupe de travail est mis en place, mais on va dire que la porte est ouverte. Et parallèlement, la Cour de justice européenne a, elle, rendu un arrêt quelques jours avant qui légitime la décision de la Commune Danse. La Commune Danse qui a décidé d'interdire tout port visible de signes philosophiques et religieux pour son personnel sur son lieu de travail. Ces décisions, est-ce que pour vous, ça nous montre vraiment qu'il est plus que temps de légiférer en la matière? Et vous avez entièrement raison. L'enseignement qu'il faut retenir de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que interdire un signe convictionnel dans la fonction publique au nom d'une volonté de neutralité, ce n'est pas en soi discriminatoire. Et donc pour nous en tout cas, ça, par rapport à la position que nous prenons, qui concerne, je le rappelle, tous les signes convictionnels et pas un en particulier, et les arguments sont connus de pourquoi nous défendons cette position. À tout le moins, nous sommes maintenant validés par cette plus haute instance européenne qu'est la Cour de justice de l'Union européenne. Maintenant, la Cour de justice dit... Il s'agit effectivement d'un choix politique. On peut autoriser les signes convictionnels comme on peut les interdire. Et donc, la balle est renvoyée, évidemment, au niveau... Ici, malheureusement, au niveau local, parce que nous, de notre côté, nous pensons que ça va être impossible à gérer. Si dans une commune bruxelloise on autorise, la commune voisine où on interdit, il faut que le politique définitivement assume ses responsabilités et, ou plutôt, certainement après les élections, puisse prendre une décision qui nous évitera un feuilleton épisode.
Néanmoins, il y a quelque chose d'insidieux que l'on doit pouvoir aujourd'hui mettre en avant, cette espèce de lent grignotage dans le discours politique de certains, que, en réalité, parmi ce qui est protégé par les conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme, ce qui est protégé, c'est la liberté de conviction, d'avoir toutes sortes de convictions, y compris religieuses. Mais la liberté de religion, si elle est importante, elle n'est pas plus importante qu'une autre et ne mérite pas une protection spécifique supplémentaire aux autres. Et là, on sent quand même cette volonté dans le discours politique de dire que, oui, après tout, c'est une religion qui mérite d'être mieux protégée, c'est une liberté qui mérite d'être mieux protégée. Attention, parce qu'à partir de là, je ne vais pas revenir sur l'idée qu'avec les religions, il y a toujours une bagarre à la clé, mais on peut rentrer dans une dynamique de prosélytisme, on peut rentrer dans une dynamique de discrimination qui, d'une façon ou d'une autre, mérite d'être réfléchie avant d'aller dans cette voie-là. Ouais, donc c'est pas innocent d'avoir ce terme port de signe confessionnel et pas convictionnel. Et donc tout ceci nous dit une seule chose, on a besoin de laïcité et on a besoin d'un mouvement laïque fort. Alors on l'a dit, 2024, c'est une année qui est pleine d'enjeux et de défis, puisque c'est une année électorale où on va voter pour tous les niveaux de pouvoir, donc européen, fédéral, régional, communautaire le 9 juin, et ensuite le niveau communal en octobre. On l'a dit aussi que le rôle du mouvement laïque, c'est pas uniquement dénoncer, mais c'est aussi proposer. Donc le CAL a ouvert la réflexion, a repensé ses propositions, a sorti un mémorandum. Alors on ne va pas pouvoir lister toutes les propositions de ce mémorandum. Je vous invite à vous diriger vers le site internet du Centre d'action laïque si vous voulez voir toutes les propositions. Mais j'ai envie de vous demander à chacun, à chacune, une proposition, un axe du mémorandum qui pour vous est prioritaire. Alors peut-être Sylvie Losberg pour commencer ? Oui, ce n'est pas une nouveauté, c'est le droit des femmes à recourir à l'avortement sans être soumises à des législations pointilleuses qui finalement les stigmatisent et occasionnent beaucoup de soucis, que ce soit psychologiques ou même physiologiques, si elles doivent partir à l'étranger en ayant dépassé ce court délai de 12 semaines. Et pourquoi l'interruption de grossesse ? Dans tout ce qui a été dit auparavant, c'est un peu comme pour les VRAS, en fait. On a une Belgique qui a beaucoup évolué, surtout, je pense, depuis la fin du XXe et le début de ce siècle-ci, pour revendiquer une société ouverte avec une sécularisation qui garantit les libertés de chacun. Et même le pilier catholique a beaucoup avancé sur cette question, notamment par rapport à l'Evras, où on a vu une concertation à la fois des laïcs et des catholiques sur cette question. Sur la question de l'avortement, on est aussi dans un grand mouvement où les professeurs d'université, catholiques ou autres, ont donné des avis unanimes sur les recommandations qu'il fallait mettre en œuvre. Oui, un rapport qui est sorti cette année avec un consensus au niveau des experts sur cette prolongation du délai, par exemple. Et donc, ce que l'on voit, c'est que la liberté de s'émanciper, aussi le droit à l'intégrité physique et psychique par rapport aux enfants, les VRAS, toutes les agressions sexuelles, etc., là aussi, le pilier catholique a embrayé. Alors, en fait, on se retrouve devant un enjeu qui est exemplifié dans d'autres pays, c'est que le droit à l'IVG, c'est le droit indicateur de la démocratie. Et si on donne prime à la religion intégriste, eh bien en fait, on défend un modèle théocratique par rapport à un modèle démocratique. Et donc je crois que là, on a vraiment un enjeu qui va nous permettre de travailler dans la prochaine législature pour peu que l'extrême droite ne passe pas. Voilà. Et donc c'est vraiment pour nous un élément qu'il ne faut absolument pas lâcher parce que je crois que c'est vraiment indicateur et donc ça reste une de nos priorités pour l'année à venir. Autre priorité qu'on pourrait mettre en avant, peut-être Hervé Parmentier ? Moi, je retiendrai parmi les nombreuses priorités du mémorandum la question des 2 heures de cours de philosophie-citoyenneté. On pensait en réalité que le dossier serait réglé au cours de l'actuelle législature et on n'a pas passé loin en somme puisque le Parlement de la communauté française a voté un texte invitant le gouvernement à mettre en œuvre alors un cours de 2 heures de philosophie de citoyenneté obligatoire pour tous les donc dans la grille horaire pour tous les élèves de l'enseignement officiel, rendant en quelque sorte les cours de religion ou de morale laïque d'ailleurs facultatifs en dehors de la grille horaire. Un horaire acceptable pour que les élèves qui aient envie de suivre ces cours puissent les suivre. Mais néanmoins, voilà, le cours de philosophie-citoyenneté entrait pleinement alors dans la grille horaire et c'était une réforme à laquelle nous tenions beaucoup. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pu trouver
consensus pour finaliser la mise en œuvre de ces recommandations parlementaires. Et donc c'est pour nous un enjeu qui reste un enjeu essentiel pour les prochaines élections. On espère évidemment que le prochain gouvernement aura à cœur de mettre en œuvre cette fois-ci les recommandations du Parlement. Et pourquoi ? Parce que 2 heures de philosophie citoyenneté, c'est sans doute pas trop pour aider les jeunes, évidemment, à se saisir d'un certain nombre d'enjeux qui traversent les sociétés, une série de sujets sur lesquels on demande toujours que l'école soit active, des sujets de société, des sujets qu'il est important que les enfants puissent débattre entre eux. Et donc 2 heures de philosophie citoyenneté, on a tendance à penser que c'est sans doute un minimum par rapport à tout ce qu'on demande aux enfants finalement de traiter, de connaître dans leur parcours scolaire. Et puis surtout, 2 heures de philosophie citoyenneté, en lieu et place des cours de religion, de morale laïque, c'est 2 heures où les élèves débattent ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés sur base d'une conviction quelconque ou d'une absence de conviction. Ils sont ensemble pour discuter d'un certain nombre de sujets essentiels de société. Et donc ça, on appelle vraiment de nos voeux à la concrétisation de cette résolution parlementaire, invitant donc à rendre obligatoire 2 heures de philosophie citoyenneté là dans l'enseignement officiel. Et tant qu'à faire, on ne trouverait pas inutile que l'ensemble des élèves de l'enseignement obligatoire aient accès à ce cours, et donc que dans l'enseignement libre, cela devienne également un vrai cours de 2 heures plutôt qu'un enseignement dispersé un peu au gré des matières et en fonction un peu de l'intérêt que porteraient les directions ou certains enseignants en matière enseignée. Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'en 2024, près de 800 000 Belges voteront pour la première fois, donc les primo-votants, donc les jeunes, c'est quand même un enjeu crucial aussi des prochaines élections, d'où l'intérêt d'avoir aussi un cours de CPC, de philosophie, de citoyenneté, qui puisse les sensibiliser à une série de thématiques. Benoît Vandermerchen, une priorité que vous pourriez mettre en avant ? C'est compliqué de trouver une priorité, parce que notre mémorandum va bientôt être mis en ligne. Vous aurez le lien sur notre site. Elles sont multiples, les priorités du Centre d'Action Laïque. Il y a beaucoup de sujets. Et je pense ce qui est peut-être important de retenir malgré tout, parce que c'est le principe de base, c'est l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Tout ce qu'on pourra évoquer par après en découle. On est aujourd'hui dans un monde où peut-être qu'on doit constater un fossé entre ceux qui veulent peut-être justement une société figée, voire des retours en arrière, et d'autres qui imaginent qu'on peut se donner les moyens de penser par et pour soi-même son avenir. La laïcité, en réalité, c'est ça. On a beaucoup défini, rediscuté ici en interne, mais on sait sur quoi elle se base comme type d'exigence indissociable. C'est la liberté de conscience, c'est l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur conviction spirituelle ou autre, et la visée de l'intérêt général comme raison d'être à l'État. Qui peut avoir peur aujourd'hui de ce concept ? Et si nous, on ne se l'approprie pas, qui va le faire ? Donc je pense que c'est important de se dire que la laïcité, c'est un acte de confiance de l'être humain dans l'être humain, et que plus on a de diversité dans notre société, sans doute on a d'autant plus besoin de laïcité, parce que c'est sans doute le seul moyen d'essayer d'éviter que certains essayent de faire primer des valeurs spécifiques sur l'universalité des droits. Et donc on doit, nous, considérer et concevoir la laïcité comme une réponse à portée universelle, qui n'est pas une option parmi d'autres, mais qui est justement ce qui permet à chacun de s'exprimer dans le respect de chacun. Et ça, c'est important aujourd'hui plus que jamais. Oui. Alors on arrive à la fin de l'émission, mais peut-être juste un mot, on va dire en 30 secondes, mais on aura l'occasion d'en reparler encore l'année prochaine. C'est le sujet de la campagne d'éducation de l'année prochaine. On le sait déjà, ce sera la lutte contre la pauvreté, la précarité. Un mot sur cette campagne ? Très rapidement, effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'on s'était posé une grande question il y a un an, comment refaire société ? La lutte contre les extrémismes était une des thématiques qui ressortait comme un élément de réponse essentiel. Un autre élément, c'est la lutte contre la précarité et le renforcement de la cohésion sociale. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'émancipation dans la société, il ne peut pas avoir exercice des droits et libertés fondamentales si en fait certaines personnes ne mènent pas une vie dans des conditions dignes. Et donc évidemment, comment jouir de ces droits alors qu'on est plutôt occupé de chercher quoi manger ce soir, comment se loger en réalité. Donc la question des inégalités sociales, la question de la précarité sera au cœur d'une des grandes campagnes d'éducation permanente du CAL l'année prochaine. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. C'est évidemment solidarité, égalité au cœur des principes et valeurs de la laïcité. Merci beaucoup vraiment à tous les trois. Donc, je le rappelle, Benoît Vandermerchen, secrétaire général du Centre d'Action Laïque, Sylvie Losberg, directrice de la cellule études et stratégies, et Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint. Mais donc, il est temps de fermer la porte alors de 2023. On va se nourrir des victoires quand même, il y en a eu, et on va rassembler nos forces pour batailler ferme en 2024. Mais en attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes, profitez-en bien, et bonne année 2024 déjà à toutes et tous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.